suis Anna Semedo, membre du CO du G9+, vice-présidente de Mines Digital et administratrice de XMP Consult. Au nom du G9+, de Mines Digital, de Mines Environnement et d'XMP Consult, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre webconférence dont le thème est « Le numérique, un allié de la croissance verte ». Avant la crise, le numérique tirait la croissance. L'avons-nous oublié avec la crise? En effet, avec la crise, relance et environnement sont très présents, alors que le numérique, comme levier de croissance, se fait plutôt discret. Dans le plan de relance, 3 lignes seulement le nomment expressément, représentant moins de 5% des 100 milliards. Le numérique se fait d'autant plus discret que des secteurs très consommateurs de technologies, tels que l'aéronautique ou l'automobile, souffrent en cette période. La 5G fait néanmoins reparler du numérique, mais pour l'instant avec des positions très clivées. Or, le numérique est un allié de l'écomobilité, de la maîtrise de l'énergie, de la performance des processus industriels et de bien d'autres innovations. Le numérique est porteur de productivité et d'agilité. Il est porteur d'innovation et de business. La France rassemble de nombreux atouts pour y réussir. La France a de nombreuses compétences qui, si elles ne sont pas mobilisées aujourd'hui, vont souffrir d'une obsolescence, mais celle-là est non programmée et profondément regrettable. Nous sommes ainsi convaincus que le numérique est un vrai levier pour la relance et pour la relance verte, mais évidemment, cela ne pourra pas se faire sans une stratégie consciente de l'empreinte environnementale du numérique et de la sobriété numérique. Le G9+ lance une série de conférences et d'actions sur ce sujet et j'y reviendrai en conclusion. Aujourd'hui, nous proposons de confronter 3 regards, celui d'Olivier Luancy, ex-délégué au territoire d'industrie et observateur aguerri de l'environnement industriel et numérique, tant au niveau national que territorial. Olivier nous apportera son regard sur les ambitions et les limites du plan de relance et sur l'importance des territoires pour créer des écosystèmes qui soient favorables. Avec l'intervention de Laurent Chrétien, DG de Laval Virtual et spécialiste des nouveaux usages des réalités virtuelles et augmentées, nous allons voir de près une initiative territoriale, réussite nationale et internationale. Laval Virtual est devenu le premier hub international sur les réalités virtuelles et augmentées. Et aujourd'hui, il nous permet non seulement de créer des événements, des réunions et des bureaux virtuels, mais aussi d'en tirer des bénéfices pour l'industrie, la santé, l'environnement, l'enseignement, etc. L'économiste Gaël Giraud nous apportera son regard transverse sur le rôle du numérique dans ses propositions de relance, à savoir la rénovation énergétique des bâtiments, l'écomobilité, les processus industriels. Il nous dira comment, selon lui, le numérique pourra y contribuer. Et sur ce même éclairage, il nous apportera son regard sur le plan de relance et sur la 5G. Comme vous le voyez, nous avons un menu très fourni pour cette soirée. Nous vous souhaitons une très bonne conférence. Vous pouvez poser vos questions dans les questions-réponses. Et avant de passer la parole aux intervenants, Didier Carré, qui est le tout nouveau président du G9+, souhaite nous adresser quelques mots. Didier, à toi. Donc, moi, je suis Didier Carré, le nouveau président de l'Institut G9+, et je voulais juste, pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore tout à fait, parler un tout petit peu du G9+ et de son actualité. Le G9+ fédère une vingtaine de clubs numériques des grandes écoles, universités françaises. Vous avez des écoles d'ingénieurs, comme l'école des mines, l'ENSET, qui sont représentées ici, et également des écoles de management comme HEC, bien représentées ici aussi. Et nous avons également les IAE de Paris en particulier et Sciences Po.
Nous voulons être un think tank pluriel, hein, par sa composition et aussi par sa ligne éditoriale, et qui est au service de la communauté du numérique en France, en Europe et à l'international. Vous pouvez nous suivre, hein, soit par les clubs numériques auxquels vous êtes affiliés, qui sont membres du G9+, soit en vous abonnant à nos newsletters, hein, via le site g9plus.org. Et donc, nous organisons des conférences comme celle-ci, mais aussi nous publions des livres blancs qui sont disponibles sur notre site et des livres. Et nous avons notamment publié Le futur du travail l'année dernière. Et ce mois-ci, nous publions notre dernier livre sur le digital et transition environnementale. Le titre, c'est Tech It Green, donc il y a un jeu de mots, et c'est la transformation numérique et transition écologique, construire la double révolution du 21e siècle. Donc ce livre est tout à fait en ligne avec ce webinaire, et on le doit au travail acharné d'Isabelle Albert et de toute notre équipe du G9+, pour produire ce beau livre. Donc vous trouverez bientôt sur le site du G9+, et dans les réseaux sociaux tout ce qu'il faut pour pouvoir vous le procurer. Et voilà, donc je vais rendre la parole à Anna, et je vous souhaite une très très bon webinaire. Merci Didier. Olivier, vous avez joué un rôle clé dans l'avènement de l'initiative Territoire d'industrie. Initiative créée avant la crise, avec comme objectif la reconquête industrielle et le développement des territoires, sujets qui deviennent incontournables avec la crise. Bravo pour cela et bravo aussi pour le rôle que vous y avez joué. Je sais que vous avez étudié en détail le plan de relance. Et donc, la question qu'on voudrait vous poser ici, c'est, selon vous, quel rôle le numérique peut y jouer? Et quelles en sont les conditions de réussite, mais aussi les risques? Donc, Olivier Luancy, je suis associé dans un cabinet de conseil, PwC Stratégie. Comme vous l'avez mentionné, j'ai passé un petit peu de temps auprès du service public, à peu près 10 ans, hein, au niveau de la Commission européenne, de conseils régionaux ou bien de l'État central. Et puis, j'ai aussi passé 10 ans en entreprise chez Saint-Gobain, dont ma dernière fonction avait été de superviser les activités en Europe centrale et orientale. Alors, mon parcours, mes différentes expériences m'ont permis d'être un observateur plutôt privilégié du tissu de ce qu'on appellerait l'outil productif. Et donc, votre sujet de ce soir, je voudrais vous proposer quelques éléments de réflexion ou de cadrage, le numérique, l'allié d'une croissance verte. Le premier point, c'est juste pour mémoire, hein. Avant la crise, on avait à peu près vu comment l'industrie se transformait et qu'en fait, ces enjeux avaient profondément changé. Le premier enjeu de notre outil productif aujourd'hui, c'est sa digitalisation avec des gains de productivité très significatifs de 20 à 30%. Ça, c'est un must, c'est inéluctable, c'est devant nous. Le deuxième enjeu qui est plus récent, c'est la prise en compte des enjeux environnementaux. Alors, sans doute, l'industrie est vue comme un grand contributeur à la prévarication qu'on a fait sur la nature depuis à peu près un siècle et demi. C'est une réalité qu'il ne faut pas effacer. Dans un même temps, l'industrie, elle est aujourd'hui en train de réduire cette empreinte environnementale. C'est un premier aspect de ce lien entre outils productifs et environnement. Et puis, il y a un deuxième aspect qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux environnementaux. Je pense par exemple au réchauffement climatique ou à l'économie circulaire, sur lesquels nous n'aurons pas collectivement, je dirais même humainement, à l'échelle de la planète, de réponse sans mobiliser les savoir-faire de l'industrie. Donc, il y a un nouveau rapport qui s'installe entre industrie et environnement, qui n'est plus du tout un rapport d'opposition, qui reste encore vrai sur quelques points, mais qui est globalement obsolète. Troisième enjeu qui est profond, c'est l'hybridation produits-services. Je le dis souvent, demain, il faut se mettre en tête qu'une entreprise industrielle fera 50% de sa valeur ajoutée par des services autour des produits qu'elle met sur le marché. Autre enjeu, les écosystèmes sont devenus complémentaires des filières. On a beaucoup pensé, réfléchi en France la politique industrielle sur la base, je dirais, du livre d'école de Gaulle-Pompidou, à partir de grands programmes qui permettaient l'émergence de filières et de grands leaders dont on peut être très, très fier.
Aujourd'hui, cette vision de l'industrie par filière, elle est concurrencée ou plutôt complémentée par une vision par écosystème. Les écosystèmes permettent à un tissu industriel d'avoir à la fois de la résilience, cette résistance à tous les chocs, mais aussi une capacité d'innovation nouvelle. Enfin, un dernier enjeu, c'est l'innovation de rupture. On a tous vu ce que les startups avaient fait dans le domaine du loisir, dans le domaine de la musique, du cinéma ou bien dans l'univers des télécoms et de la communication. Cette façon de créer de la valeur et de la richesse avec une autre façon d'aborder l'innovation est certainement aux portes de l'industrie qui va être bouleversée par ce mode d'innovation. Elle ne l'a pas encore tellement pénétré, il y a des raisons assez objectives à ça, mais il n'y a pas de raison que cette façon de réfléchir l'innovation ne pénètre pas et ne bouscule pas l'industrie. Ça, c'était un peu les enjeux de l'industrie avant, et on retrouve bien les deux thèmes que vous voulez évoquer ce soir, qui sont la digitalisation, le numérique et l'environnement. Il y a un dernier thème qui s'est greffé avec la crise sur cet univers de l'outil productif, c'est la sécurisation des approvisionnements. Tout d'un coup, la crise nous a mis en face d'une réalité qu'on connaissait, mais qu'on avait un peu occultée. C'est qu'aujourd'hui, les rapports de commerce dans le monde sont des rapports de puissance, voire même des rapports d'impérialisme. Il y a eu un impérialisme industriel en Chine, il est toujours là. Il y a sans doute un impérialisme financier, voire un impérialisme de la donnée en Amérique du Nord. L'Europe et notre pays ne s'est pas encore jusqu'à aujourd'hui inséré dans ces rapports de force et pourtant nous en sommes dépendants puisque nous sommes un des marchés les plus ouverts du monde et donc nos chaînes d'approvisionnement dépendent de notre capacité à nous approvisionner dans d'autres ensembles. Voilà un petit peu le paysage de l'outil productif juste avant et au moment de la crise. Et alors maintenant, abordons le sujet justement du numérique et de l'environnement. Le premier point, c'est que si on pose cette question, on pose la question d'une forme de transversalité. Or, aujourd'hui, comme le plan de relance l'illustre, je dirais, nos grandes politiques nationales restent encore très silotées. Et un des retours d'expérience que j'ai à partir des territoires d'industrie, c'est qu'en fait, lorsqu'on est sur un territoire, dans un écosystème territorial, ces sujets de silotage des différents sujets dynamiques existent beaucoup moins. Je vais prendre l'exemple de Dunkerque qui a fait une carte d'entrée-sortant de l'industrie afin de voir le potentiel d'économie circulaire. C'est un mélange de politique industrielle et de développement économique et de politique environnementale. Potarbes a un projet d'un parc ludo-éducatif sur le retraitement des déchets, où on veut à la fois avoir une activité économique, mais aussi en faire un lieu de démonstration pour les élèves, pour les plus grands, de comment est-ce qu'on peut retraiter les déchets. C'est une sensibilisation, mais c'est aussi une activité économique. Le territoire de l'Axe-Seine a développé une économie circulaire du carbone. Ils avaient autour de la chimie un gros lieu de production de CO2. Et en fait, le CO2 est aussi un entrant dans plus d'industries. Et donc, il y a eu un exercice comme ça. Ce type d'initiative qui mélange une transversalité entre une politique de développement économique ou industriel et une politique environnementale sont en fait beaucoup plus spontanées lorsqu'on est dans un écosystème local, dans un territoire, que lorsqu'on est dans des politiques nationales qui restent encore une fois assez silotées. Ça, c'est un premier constat que je ferai. La deuxième constatation que j'ai faite pendant ces derniers temps, c'est de répondre très bien. Si on veut allier numérique et croissance verte, comment est-ce qu'on peut utiliser l'un à la fin de l'autre? Est-ce que ce sera une politique qui viendra d'en haut et qui sera pilotée par l'État, ou bien ce seront une multiplication d'initiatives qui viennent du terrain? Alors, j'ai déjà un peu répondu sur la dimension, mais là, sur le pilotage, le constat que j'ai fait, c'est que ce type de politique, l'État peut en avoir l'initiative, mais en fait, il a progressivement, depuis au moins quelques décennies, perdu une compréhension des technologies et de leurs usages. Si je veux le dire de manière un peu plus directe, l'État en France, jusque dans les années 80-90, pouvait s'appuyer sur le CEA, le CNET, le CNES, alors, qui est passé au niveau européen, ou la DGA, pour lui fournir une compréhension de ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter à la France et la manière dont elles pouvaient être déployées.
Ces lieux d'expertise se sont déplacés, des fois au niveau européen, des fois se sont un peu dispersés, des fois ont quasiment disparu, et il en reste encore peut-être un ou deux, mais globalement, dans sa réflexion, l'État est devenu un peu pauvre en compréhension de ce que les technologies pouvaient apporter à son environnement, et ce rôle maintenant a basculé vers les entreprises. Et donc, si on veut attendre sur ces sujets-là un certain nombre de progrès, on peut certes espérer avoir une impulsion de l'État, mais je suis convaincu que les solutions opérationnelles ont basculé vers les entreprises. Un autre élément de réflexion sur comment est-ce que cette alliance entre le numérique et la croissance verte pourrait se mettre en place, je vais toujours rebondir sur ce rôle de l'entreprise qui est devenu de plus en plus important dans nos réflexions. Petit à petit, on a demandé à l'entreprise de, certes, être un lieu de création de richesse, mais d'être de plus en plus, alors ce que j'appelle une institution, c'est-à-dire de s'emparer de sujets d'intérêt généraux. Alors, il y a la santé, bien entendu, il y a des travailleurs, des personnes qui travaillent, il y a l'environnement, mais il y a aussi la formation, l'inclusion, la solidarité. Donc, plus en plus, l'entreprise dans notre société, elle devient un lieu qui se trouve confronté certes à son enjeu de produire des résultats à court terme, mais auquel on colle beaucoup plus de rôle, presque devenir une institution. Et dans ce cadre-là, je pense, en tous les cas, c'est l'hypothèse que je ferais, qu'elle serait le creuset assez naturel du lieu où cette rencontre entre numérique et environnement pourrait se faire. Un des concurrents, vous allez me dire, pourrait être la Smart City. Encore une fois, je vous propose un angle, une réflexion, une hypothèse. La Smart City, c'est vrai, je crains néanmoins que les échelles de temps pour développer à grande échelle des applications du numérique en faveur de l'environnement au niveau de la Smart City prennent du temps. Il y a une complexité liée par exemple à la gestion de la donnée qui est à cheval entre le public et le privé, qui possède la donnée, qui la traite. Il y a une complexité dont les entreprises sont moins les victimes autour justement de cette protection et puis des droits qu'on peut avoir sur cette valorisation de la donnée. Donc, si on peut voir un certain nombre de creusets où ce mariage entre numérique et croissance verte peut se faire, certes, la Smart City dans la sphère publique est sans doute un candidat. Mon sentiment, c'est qu'elle prendra un peu plus de temps à être réellement productive de solutions à cause de cette complexité de gouvernance qui est inhérente à notre façon de faire ou de construire ces projets publics. Alors maintenant, si on suit l'hypothèse que j'évoque avec vous, c'est de dire, bon, si c'est l'entreprise qui peut être le lieu où se rencontre de manière efficace et où on a les premiers grands résultats de numérique mis au service d'une croissance verte, quel type d'entreprise? Est-ce que c'est du primaire, donc de l'extraction ou de l'agriculture? Est-ce que c'est de la production ou est-ce que c'est du tertiaire? Il me semble que cette question, en fait, a désormais peu, je dirais, de pertinence. Les activités se mêlent de plus en plus. Ces divisions qu'on avait fait entre différents éléments de la chaîne de valeur et même différents types de sociétés, où une société était agraire, puis elle basculait à une société industrielle. Et puis, l'idée que nous avions mise en place de manière très prolongée à partir de 1975 en France, que nous étions une société industrielle qui devait basculer vers une société de services, une société post-industrielle. Ce type de différenciation ne me semble plus tellement pertinent. Et si je la rapporte à la question juste de l'industrie, qui est plutôt le domaine que je connais le mieux, comme je vous le disais tout à l'heure, l'industrie va devenir un lieu de création de valeur par le service, sans doute à 50-50 de valeur ajoutée. Et donc, cette distinction qu'on a faite n'est plus tellement pertinente, cette distinction qu'on a pu faire et même ces oppositions qu'on a pu faire. Voilà un petit peu un contexte, moi, qui m'amènerait à penser que comment le numérique peut être une aide à la croissance verte. Le premier creuset qui me semble le plus propice à avoir un certain nombre de résultats et de résultats rapides et concrets serait l'entreprise au sens large, et je pense que l'industrie, qui est encore une fois mon secteur de prédilection, a certainement
ici un terrain de jeu absolument fantastique à faire. Alors maintenant, on va, si vous acceptez ces quelques éléments, et puis dans le débat, vous pourrez naturellement les contredire et produire vos questions, comment faire? Ce qui me marque, c'est qu'en fait, ce sont aujourd'hui très peu les technologies qui manquent. Elles sont connues. Ce n'est pas non plus l'envie d'aller vers une croissance verte. Les entreprises ont besoin de se verdir, mais ce n'est pas simplement une question de grands groupes qui a besoin de faire son reporting. Toutes les petites entreprises, petites et moyennes entreprises que j'ai rencontrées, alors c'était en 2019, avant la crise, mais dans les territoires d'industrie, avaient une difficulté, ou grand nombre d'entre elles avaient une difficulté de recrutement. Elles devaient attirer des talents, et pour attirer des talents, avec les générations montantes, il faut développer un projet qui a du sens, et ce sens-là, elles vont le chercher dans leurs responsabilités environnementales et sociales. Donc, on a tout un système qui fait que les entreprises elles-mêmes, y compris les entreprises naturellement du secteur industriel, ont ce besoin, ont cette envie de croissance verte, en dehors même des opportunités économiques que ça pourrait créer. Comme je disais, les technologies sont vraisemblablement présentes. Ce qui nous manque, en fait, ce sont les cas d'usage et sans doute les méthodes pour les déployer. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière. En 2012, le gouvernement avait créé l'Alliance pour l'industrie du futur. C'était un peu la petite sœur, le parent pauvre du programme Industrie 4.0 allemand, qui lui était doté de 300 millions d'euros. Et l'objectif de cette alliance, c'était de produire les méthodes, les outils, les références, des annuaires par exemple, pour accompagner la digitalisation de notre outil productif. Et notamment auprès des PMI qui n'ont pas toujours toute l'ingénierie qui est nécessaire. Alors, après quelques années, on a un certain nombre de résultats, on peut toujours dire qu'ils sont mitigés, mais cette méthode qui était de dire nous avons besoin d'un lieu comme le fut l'Alliance pour l'industrie du futur ou comme l'est toujours le programme Industrie 4.0 allemand, un lieu où on crée des méthodes concrètes qui sont pensées pour être applicables dans les plus petites des entreprises et qui leur permettent de mettre en œuvre une transformation en cours. Je vous ai parlé de la digitalisation, mais vous connaissez tous aussi ce que furent les méthodes qualité, le 5S ou le Six Sigma. C'est ce type, à mon avis, d'outils dont nous avons aujourd'hui besoin pour permettre une mise en œuvre, au moins dans le cadre industriel et des entreprises, de cette jonction entre le numérique et la croissance verte. Alors, quelques thèmes, à mon avis, qui sont explorables par une telle démarche ou qui seraient explorables par une telle démarche. On a parlé dans l'introduction du suivi et puis des benchmarks en termes de consommation d'énergie par processus. Là, on sait très bien que le digital permet de capter de l'information, de la traiter, de la mutualiser et de faire des références. Il y a certainement des méthodes, des techniques simples à déployer, y compris pour des PMI à développer. Je vous ai évoqué une initiative de Dunkerque, mais ce n'est pas le seul territoire qui le fait, qui essaye de réconcilier les sortants, les coproduits de production avec les entrants d'industrie qui sont proches. Là aussi, encore une fois, cet objectif d'économie circulaire et de proximité serait terriblement aidé par un portail ou des standards qui permettraient à chacune des entreprises de s'insérer dans cette dynamique en voyant ce qu'elle peut apporter ou ce qu'elle peut en retirer pour y trouver ses propres entrants. Je pense que toute la réflexion autour de comment est-ce qu'on transforme un produit en une combinaison entre un produit et un service, ces services étant souvent des services digitaux, il y a toute une méthode de développement qui pourrait être faite en termes dans ce sens-là et qui permettrait d'économiser un certain nombre de produits en mutualisant le message. Et puis, même chose sur le bilan carbone ou des bilans matières simplifiés. Ce sont des exercices qui existent. Sont-ils véritablement accessibles aux PMI? Là encore, le numérique doit sans doute permettre d'apporter beaucoup de choses. Voilà les quelques éléments de contexte et de réflexion que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup Olivier pour ces éléments et puis toutes les portes que ça ouvre. Et je crois que dans l'audience, il y a beaucoup de personnes qui vont être inspirées
par ces propositions, même autour de l'industrie, autour des choses à faire, et y compris aussi des outils qu'on a pu utiliser dans l'industrie et qu'aujourd'hui, on pourrait aussi utiliser pour le numérique. Je me tourne maintenant vers vous, Laurent. Tout d'abord, félicitations pour le succès que connaît Laval Virtual et tout l'écosystème technologique autour de Laval. Donc, comment, selon vous, le numérique peut-il servir cette relance verte et quelles sont, selon vous, les conditions pour cela? Avant de répondre à cette question, je vous propose de nous expliquer très brièvement ce qu'est Laval Virtual et son historique, et puis d'y répondre. Vous savez, vous avez 10 minutes. À vous, Laurent. Merci Anna, bonsoir à toutes et à tous. Merci à toute l'équipe du G9+, pour l'organisation de cette conférence. Alors, je suis très honoré d'être avec vous ce soir pour parler des technologies de réalité virtuelle en tant qu'alliés potentiels de la relance verte. Elles sont déjà contributrices de la performance de nos entreprises et seront, j'en suis convaincu, génératrices également de solutions permettant de participer activement à la réduction de notre empreinte carbone. Alors, avant de vous parler des usages de la réalité virtuelle et avant de vous projeter dans le futur, d'ailleurs pas si lointain, des mondes virtuels et de leur impact positif sur la relance verte, je voudrais vous expliquer d'abord pourquoi Laval Virtual et pourquoi la réalité virtuelle à Laval. C'est toujours important, je trouve, de bien comprendre l'histoire d'un territoire ou d'une entreprise ou d'une personne pour mieux le ou la connaître et l'apprécier. Puis ça fait écho aux propos d'Olivier sur les territoires d'industrie et notamment sur le fait que l'État peut compter sur Laval et son écosystème pour l'éclairer en matière de technologie immersive et interactive. Alors, un peu d'histoire. Donc, à l'origine, c'est un pari plutôt audacieux, un projet de territoire impulsé dès 1997-98 par François Daubert. Il était secrétaire d'État à la recherche et maire de Laval et souhaitait positionner Laval sur la carte des villes innovantes. Il fallait donc choisir une technologie pour ça, suffisamment en avance de phase, une technologie dont le potentiel long terme était important et bien réel, et puis une technologie qui permette la construction d'une barrière à l'entrée significative pour le territoire qui s'en empare. Et son dévolu s'est jeté, il y a plus de 20 ans maintenant, sur la réalité virtuelle. Alors nous avons souhaité, en préparant cette conférence avec Anna, vous faire part de cette histoire parce qu'elle est inspirante, je crois, pour les territoires, inspirante aussi pour les laboratoires de recherche installés sur les territoires et puis pour les entreprises également. D'autant que tous les échelons territoriaux, que ce soit l'agglomération, le département, la région, se sont emparés du projet dès le début et l'accompagnent depuis maintenant 20 ans, quelles que soient les alternances et les cohabitations politiques. Alors oui, évidemment, les chemins ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais l'objectif, lui, reste le même, c'est-à-dire faire en sorte que cette ultra-spécialisation, cette excellence lavalloise en matière de réalité virtuelle soit porteuse de développement économique direct et indirect. Alors très vite, c'est construit un tripode solide, associant recherche, enseignement et entreprise, incarné d'abord par les laboratoires comme Clarté, qui est leader en France dans le domaine, ou celui des arts et métiers, et puis évidemment des écoles d'ingénieurs, celles des arts et métiers, mais aussi les IA ou les STACA. Et enfin, le troisième pied, c'est la Technopole de Laval, qui assurait et assure toujours l'accompagnement des startups, de projets qu'ils soient. Ça se concrétise par des services du type état de l'art, veille permanente, session de créativité, des formations, voilà, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, les usages concernent historiquement, et ça remonte à plusieurs années, les métiers du design, de la conception, du prototypage d'objets complexes, comme par exemple une voiture, un avion, un bateau, un bâtiment. On voit là déjà certains bénéfices qui nous concernent ce soir, comme celui d'utiliser moins de matière ou pas de matière du tout pour les maquettes, les tests. Cela vaut également aujourd'hui pour la formation, qui est sans doute le métier le plus porteur de chiffre d'affaires pour les entreprises de la réalité virtuelle depuis au moins 2 ans. Alors on peut répéter à l'infini, on ne se met pas en risque si on parle de formation dangereuse du type travail en hauteur, travail sous tension, expérience chimique, etc. On consomme là non plus pas de matière. On déplace moins les stagiaires pour des formations présentielles. Voilà, les progrès de la réalité virtuelle en matière de travail collaboratif distant sont énormes. Et par exemple, un spécialiste n'a plus besoin aujourd'hui de se déplacer sur une plateforme pétrolière pour réparer telle ou telle panne complexe. Je dirais que désormais, tous les métiers, depuis le design, comme je disais, jusqu'au marketing, en passant par la production, le recrutement, la formation, la maintenance, sont concernés par ces technologies. Et il en est de même d'ailleurs de tous les secteurs d'activité, depuis l'aéronautique à la culture, en passant par la construction et l'immobilier, la santé,
le sport, l'enseignement et depuis peu l'événementiel. Alors justement, ce marché de l'événementiel qui est en crise grave et globale depuis le confinement est en train, je crois, de révéler l'existence des mondes virtuels et inversement, les mondes virtuels sont en train de réinventer, peut-être de relancer l'économie de l'événementiel. Donc ces mondes virtuels peuvent être 2D ou 3D, ou les deux d'ailleurs en même temps, existent depuis longtemps, mais pratiquement exclusivement pour des jeux ou le loisir, en tout cas plutôt pour des usages B2C. Ceci dit, dans la veille que nous effectuons depuis un moment déjà, depuis au moins 2 ans sur le sujet, nous avions identifié une quarantaine de plateformes susceptibles d'accueillir des événements virtuels, des stands avec des auditoriums pour les conférences, de mettre à disposition des bureaux, des salles de réunion, etc. Alors, quand en avril dernier, pour nous-mêmes, puisque l'aval virtuel devait avoir lieu du 22 au 26 avril, nous avons décidé de virtualiser totalement notre événement, nous n'imaginions pas à ce point la pertinence de ces mondes virtuels. Le succès, pour plein de raisons favorables, on a eu quand même beaucoup de chance, a été énorme en réussissant pour la première fois au monde à réunir un très grand nombre d'avatars. On en avait 6600 présents sur l'événement sur 3 jours pour assister à plus de 200 conférences. Il y avait, je crois, à peu près 5000 rendez-vous de networking. Voilà, ça a été trois belles journées. Et du coup, on a commencé à répondre favorablement aux demandes de tiers pour compenser le fait que les événements physiques s'annulaient les uns après les autres. Et voilà, nous sommes devenus le premier opérateur d'événements virtuels. Alors aujourd'hui, on en organise jusqu'à 2-3 par semaine, et c'est qu'un début parce que ça n'arrête pas d'augmenter. Alors, on a mis à jour notre étude comparative. J'avais parlé de ces 40 plateformes au départ quand on a pris la décision. Aujourd'hui, on en est à plus de 100 plateformes différentes que nous avons analysées et réparties dans une douzaine de typologies d'usage pour les entreprises. Du coup, nous sommes également sollicités pour accompagner les entreprises sur le chemin qui me semble assez inéluctable de ces mondes en complément de l'immobilier de bureau et des espaces de coworking et de télétravail à la maison. Voilà, un petit peu de science-fiction. J'essayais juste de visualiser la contribution de ces technologies immersives et interactives sur l'arrêt soudain des constructions d'immeubles de bureaux, sur la diminution des déplacements pendulaires et celle des véhicules individuels. Les économies sans doute colossales de temps de transport sur la diminution, en parlant de transport, des déplacements moyens et long courriers avec tous ces événements ou toutes ces réunions qui se tiennent désormais dans les mondes virtuels. Bref, je crois que la réalité sera très probablement encore plus surprenante. Merci de votre écoute. Merci Laurent. Je pense que nous partons dans un monde qui va encore et encore nous présenter beaucoup de surprises. Je vous propose maintenant de donner la parole à Gaël Giraud. Gaël, en tant que chercheur et économiste, vous êtes très impliqué dans la relance. Vous avez fait des propositions concrètes qui sont entendues, notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments et l'écomobilité. Vous avez aussi votre propre regard sur le plan de relance sur la 5G. Vous êtes très sensible à l'empreinte environnementale du numérique. Comment donc, selon vous, le numérique peut-il servir cette relance verte et selon quelles conditions? Gaël, vous avez… Merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à chacun et à chacune. Je vais vous dresser un panorama sans doute un peu moins optimiste que ce qu'on a entendu dans les dernières 20 minutes, au sens où je crois qu'il faut croiser ces perspectives extrêmement excitantes avec les contraintes minières et énergétiques qui sont les nôtres. Je vous donne quelques exemples et après je vais décrire un petit peu la manière dont j'aperçois pour ma part la question de la reconstruction écologique d'une économie comme celle de la France. Mais j'ai fait des travaux avec un géophysicien que vous connaissez peut-être, Olivier Vidal à Grenoble, sur la question d'un certain nombre de minerais critiques, et notamment le cuivre, qui fait certainement partie des minerais critiques dont nous avons besoin de nous soucier aujourd'hui. La densité des réserves dans lesquelles nous puisons dans la planète entière en termes de cuivre aujourd'hui est de 1%, alors qu'il y a 20 ans, elle était de 5%. Autrement dit, pour récupérer 1 tonne de cuivre, aujourd'hui, il faut déblayer 100 tonnes de terre, là où il y a 20 ans, il fallait en déblayer 5 fois moins. Et évidemment, vous imaginez bien que le coût en énergie et en eau pour déblayer cette terre et sélectionner, trier le cuivre
n'est pas un coût linéaire en fonction de la densité de la réserve, mais certainement un coût exponentiel. De sorte que cet exemple-là permet de comprendre, à mon avis, qu'il y a un nexus qui, lorsque j'étais chef économiste de l'Agence française de développement, a beaucoup retenu notre attention entre l'eau disponible, les minerais et l'énergie. Pour avoir des minerais, il vous faut de l'eau et de l'énergie. Pour avoir de l'eau, il vous faut de l'énergie. Je vais expliquer un tout petit peu. Et de sorte que les trois sommets du triangle sont interdépendants les uns des autres. Un exemple très simple, la Tunisie aujourd'hui manque cruellement d'eau, le Maroc aussi. Non pas que, alors à cause du réchauffement climatique, donc de la perturbation du cycle de l'eau. Vous savez que les perspectives dont on dispose aujourd'hui, c'est 2040, un manque de 80% d'eau potable en Tunisie, au Maroc, enfin, sur toute la bande du Maghreb, compris entre 20 et 40% pour la France, qui n'est pas du tout négligeable. Et c'est en 2040, donc c'est juste après-demain. Quelle est la solution envisagée par la Tunisie et le Maroc dès aujourd'hui? C'est la désalinisation de l'eau de mer. Simplement, pour désaliniser l'eau de mer, il vous faut énormément d'énergie. Or, la grande différence entre le Maroc et la Tunisie, c'est que le Maroc s'est lancé dans un programme d'énergie renouvelable depuis plusieurs années, et notamment a lancé la grande centrale de Ouarzazate, qui était en partie financée par l'Agence française de développement, tandis que la Tunisie ne l'a pas fait. Et donc, on a deux pays voisins qui sont à peu près confrontés à la même problématique, qui est une perturbation très grave du cycle de l'eau. Je précise pour ceux qui auraient des doutes, qui n'est pas tellement lié à une baisse sensible de la pluviométrie, du volume d'eau qui tombe chaque année sur le territoire, mais qui est lié au fait que les pluies sont beaucoup moins fréquentes et lorsqu'elles arrivent, beaucoup plus denses, de sorte que la quantité d'eau qui tombe au centimètre carré à la seconde est beaucoup plus importante que précédemment. Le sol ne peut pas absorber cette eau, ça ravine et l'eau circule jusqu'à la mer au lieu d'abonder les nappes phréatiques. Et donc, dans deux pays relativement riches, qui sont nos voisins comme le Maroc et la Tunisie, la perturbation du cycle de l'eau a un impact complètement différent, tout simplement parce que l'un des deux dispose d'énergie et l'autre non. Donc là, vous voyez le lien très fort entre énergie et eau. Un autre exemple, en Amérique latine, vous avez énormément de ressources minières. C'est certainement un des continents les plus riches en ressources minières, mais l'Amérique latine aujourd'hui manque d'eau dès aujourd'hui. Par exemple, La Paz en Bolivie est dans un désert, à 4000 mètres d'altitude, de sorte que l'Amérique latine n'a plus assez d'eau pour continuer d'exploiter la totalité de l'extraordinaire richesse minière dont elle dispose. Alors, ceci pour vous faire un tout petit peu sentir qu'on a besoin des trois. Alors, le troisième sommet, c'est le lien, disons, énergie-minerai. Les géophysiciens nous préviennent dès aujourd'hui que les infrastructures de production d'énergie renouvelable sont beaucoup plus gourmandes en cuivre que les infrastructures liées aux hydrocarbures fossiles. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est faites très attention à l'usage que vous faites du cuivre aujourd'hui, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de cuivre dans les années qui viennent que l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Donc, ceci pour signaler que le monde réel, c'est un monde dans lequel on va manquer d'eau. L'énergie n'est pas gratuite et les minerais, il y en a une quantité limitée sur la Terre. Donc, ce qu'on a calculé avec Olivier Vidal, c'est le pic d'extraction du cuivre au niveau mondial, ce sera avant 2060, selon toute vraisemblance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cuivre après 2060, ça veut dire qu'après 2060, nous n'arriverons plus, très vraisemblablement, à augmenter la quantité de cuivre que nous extrayons du sous-sol. Et si nous voulons que le monde soit décarboné autour de 2060, ça veut dire qu'il faut énormément d'infrastructures liées aux énergies renouvelables et donc il faut beaucoup plus de cuivre qu'aujourd'hui. Ce qui renvoie à l'énorme sujet d'une industrie verte, donc d'une industrie dont l'empreinte matérielle soit beaucoup plus faible que l'industrie qu'on est capable de construire aujourd'hui. Et donc une industrie qui soit ordonnée autour de, évidemment, la question du recyclage, mais du coup, en amont de la question du recyclage, la question de la conception de produits manufacturés beaucoup plus simple que ceux dont on dispose aujourd'hui. Donc, évidemment, il faut mettre fin à ce genre de petits bijoux, parce que ces bijoux miniaturisés sont des merveilles technologiques, mais dans lesquelles il y a énormément de produits minerais, et donc qui sont extrêmement coûteux à recycler. Donc, il faut au contraire penser dès aujourd'hui des produits manufacturés très simples, faciles à réparer, et facile à recycler. Et donc, c'est une révolution intellectuelle, à mon avis, qu'il faut opérer du côté de l'industrie, qui va, disons, dans le sens de ce qu'on pourrait appeler une industrie low-tech, qui n'est pas forcément celle dont on peut rêver a priori, mais qui est probablement la seule qui soit véritablement compatible avec les contraintes écologiques qui sont les nôtres. Alors,
Ça, c'est la partie la plus compliquée, au fond, et c'est pour ça que j'ai commencé par elle. On pourrait dire d'un grand plan de reconstruction écologique de l'économie française. Les parties plus simples, vous les connaissez, c'est la rénovation thermique des bâtiments publics et des bâtiments privés. Là-dessus, on n'a pas besoin de révolution intellectuelle, on n'a pas besoin d'un deuxième Einstein, on a juste besoin d'un tout petit peu de volonté politique, à mon avis, parce que les solutions de financement existent. Par exemple, vous avez repéré que pendant le confinement, l'État français a mis 300 milliards d'euros de garantie publique. Ça suffirait, de mon point de vue, pour financer la totalité de la rénovation thermique des bâtiments sur l'ensemble du territoire français, ce qui serait à la fois extraordinairement créateur d'emplois. Les calculs que j'ai pu faire avec l'équipe de Carbone 4, donc Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, c'est 15 emplois créés par millions d'euros investis. Il faut investir combien? Il faut investir quelques milliards, peut-être quelques dizaines de milliards maximum par an pendant quelques années, pas beaucoup, pour rénover la totalité du bâti français. Mais évidemment, ça prendra beaucoup plus de temps que quelques années. Ce qui veut dire à la clé, en quelques années, au moins 500 000 emplois créés, voire probablement 1 million, de telle sorte qu'en vérité, les entreprises des BTP nous disent « n'allez pas trop vite, on n'a pas assez d'ouvriers qualifiés en France pour faire la rénovation thermique des bâtiments ». Par comparaison, je rappelle que le plan de relance, le dit plan de relance français prévoit de créer moins de 200 000 emplois, alors que rien qu'avec la rénovation thermique des bâtiments, ça j'en suis certain, on obtient au moins 500 000 emplois supplémentaires créés en quelques années. Comment faire? Vous lancez à l'expérimentum de la rénovation thermique sur 2 régions dans lesquelles les entreprises des BTP nous disent qu'elles savent qu'on a suffisamment d'ouvriers qualifiés. Au bout de 3 ans, vous avez un premier retour d'expérience, et là, vous généralisez à l'ensemble du territoire français. Et pendant les 3 années de répit qu'on a gagné, les entreprises des BTP ont lancé les filières d'apprentissage pour créer l'armada d'ouvriers qualifiés dont on a besoin. Ça, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Comme je disais, ça crée des emplois. Ça permet aussi de réhabiliter les centres-villes d'un certain nombre de petites villes du territoire français qui aujourd'hui sont en grande difficulté et sont plutôt déshéritées. Ça permet également d'équilibrer la balance commerciale française, puisque vous savez qu'en gros, le déficit de la balance est de 70 milliards chaque année, ce qui est à peu près le coût de la facture pétrolière française. Et ça permet de réduire notre dépendance au pétrole, ce qui n'est pas un mince sujet d'un point de vue géopolitique. Voilà. Ça, c'est la première étape, quels que soient les scénarios de transition énergétique qu'on veuille mettre en œuvre, en tout cas ceux qui ont été analysés et étudiés par le comité des experts pour le débat national en 2013-2014, à l'initiative de la ministre Delphine Batho. Donc, quel que soit le scénario que vous choisissez, la première étape, c'est toujours la même, rénovation thermique des bâtiments. Et je ne vois pas tellement d'excuses que nous aurions aujourd'hui pour ne pas la mettre en œuvre. Le plan de relance français, de ce point de vue-là, n'est pas du tout, à mon sens, à la hauteur de l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. Le deuxième grand sujet est déjà plus compliqué, c'est celui de la mobilité verte. Pourquoi il est plus compliqué? Parce que la vraie réponse passe par le train, le ferroutage et le fret ferroviaire. En dépit évidemment des accusations qui sont adressées aujourd'hui à la SNCF de ne pas être capable de rendre le service public qu'on attend d'elle. En vérité, mon analyse pour en discuter avec un certain nombre de cadres de la SNCF, c'est que si les pouvoirs publics laissaient la SNCF faire correctement son travail, nous y arriverions beaucoup mieux et nous pourrions en particulier réhabiliter les extraordinaires petites lignes de chemin de fer que nous avions en 1945 et que nous avons malheureusement détricotées, alors que nos voisins belges, allemands et suisses ont conservé un réseau ferroviaire extrêmement dense, celui que nous avions nous-mêmes en 1945. Donc la véritable solution, et ça aussi c'est vrai, quel que soit le scénario de transition énergétique que vous considérez, que vous optiez pour un négawatt d'un côté qui mise sur la sortie la plus rapide possible du nucléaire, ou à l'inverse, pour Négatep qui mise sur le tout nucléaire, dans tous les cas, du côté de la demande d'énergie, la mobilité verte, ça passe par le train, et donc des centres urbains reliés par du train. Et vous comprenez très vite que ça n'est pas possible si vous n'engagez pas aussitôt, en même temps, en vérité, un réaménagement du territoire, de manière qu'on puisse se déplacer essentiellement par du train. Ce qui veut dire mettre fin à l'imaginaire de la banlieue pavillonnaire californienne, qui sont d'abord des passoires thermiques et ensuite dans lesquelles vous ne pouvez vivre que si vous avez une voiture. Puis mettre fin également à la géopie de la grande distribution, c'est-à-dire du centre commercial gigantesque qui est à 4 km du centre-ville et auquel vous ne pouvez accéder que par une voiture. Et donc vous voyez que ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va nous permettre de nous livrer à notre sport national favori qui est de nous disputer pour savoir s'il faut faire passer le chemin de fer dans telle commune ou dans telle commune. Mais du point de vue de l'optimisation urbaine, il n'y a pas tellement
d'alternatives. Et quelqu'un qui a très bien compris ça depuis de nombreuses années maintenant, c'est un fonds financier autrichien que j'ai emmené à l'Élysée en 2015 parce que ce fonds voulait investir 5 milliards d'euros dans les centres commerciaux de centre-ville des villes moyennes françaises à proximité des gares. Pourquoi ? Parce que ces Autrichiens avaient compris qu'une fois qu'on aura fait le plan que je vous décris, qui est connu depuis des années, les rois du territoire français, ce seront les propriétaires des centres commerciaux à proximité des gares en centre-ville, puisque c'est là que la population viendra chercher à manger. Et donc, ces Autrichiens voulaient investir 5 milliards pour acheter tout simplement ces centres commerciaux, mais vu l'enjeu à la fois en termes de sécurité alimentaire, d'organisation du territoire, etc., voulaient avoir l'aval politique de l'Élysée, ce que ce fonds autrichien n'a pas reçu. Pas forcément pour les bonnes raisons. Je ne suis pas sûr que l'équipe de l'Élysée à l'époque ait vraiment compris l'enjeu. Mais à mon avis, c'est heureux qu'il n'ait pas eu le feu vert parce qu'il y a un enjeu, à mon avis, de souveraineté sur le territoire français pour que ce ne soient pas les Autrichiens qui soient propriétaires des centres commerciaux où nous allons aller chercher à manger demain matin. Voilà. Et puis la troisième étape, c'est selon ce que j'évoquais en tout premier, c'est-à-dire l'énorme question de l'industrie verte, d'une industrie circulaire qui fait du recyclage et aussi, j'aurais peut-être dit aussi tout à l'heure, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter, qui pratique, alors malheureusement on donne toujours le même exemple, mais je crois que c'est un vrai principe, qui pratique davantage le leasing que la vente de l'objet. C'est-à-dire, je crois que ce dont il faut prendre conscience, c'est que nous n'avons pas besoin d'être propriétaires au sens plein du terme de la totalité des objets que nous manipulons dans notre vie quotidienne. L'exemple le plus connu, c'est toujours le même, c'est celui des pneus de Michelin, qui, comme vous le savez, aujourd'hui, vous sont mis à disposition et vous pouvez restituer à Michelin pour que Michelin les recycle et en fasse un usage que vous ne pourrez pas utiliser, de sorte qu'en réalité, ce que vous achetez, c'est le service que vous rend le pneu. Ça, c'est également une révolution intellectuelle dans le rapport que nous avons aux objets manufacturés qu'il faut, à mon avis, étendre pour que le concept d'industrie verte ne soit pas un oxymore. Et puis, un dernier petit mot, et je vais vraiment m'arrêter là, sur la question de la relance verte. Là aussi, on pourrait s'interroger sur la question de savoir si c'est un oxymore. Tout ce que je peux en dire comme économiste, c'est que je ne connais aucun exemple historique de découplage du PIB avec la dissipation d'énergie, toute énergie confondue. Il est très vraisemblable qu'il y ait des contraintes thermodynamiques très puissantes qui font qu'à moins de trafiquer le calcul du PIB, on ne soit pas vraiment capable de continuer à augmenter le PIB sans augmenter la dissipation d'énergie. Pour une raison simple que les physiciens parmi vous et les ingénieurs comprendront très vite, c'est que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit sur cette planète sans énergie. Réfléchissez à votre propre métabolisme. Que pourriez-vous faire si vous n'aviez pas un flux constant d'énergie qui vous permet de vivre ? Alors, il est possible qu'on arrive à découpler un tout petit peu, à la faveur, par exemple, de phénomènes qui ne sont pas du tout intéressants, à mon avis, qui sont, par exemple, les bulles immobilières. Si vous avez un immeuble dont le prix est multiplié par 2 parce qu'il est en centre-ville, à Lyon ou à Paris, par exemple, si vous le revendez 2 ans après l'avoir acheté, ça va gonfler le PIB 2 ans après, puisque la valeur de l'immeuble sera 2 fois plus élevée. Mais vous voyez bien que la réalité physique de l'immeuble n'aura pas bougé. Donc, c'est possible que vous ayez des déformations du PIB qui ne soient pas corrélées à une augmentation de la dissipation d'énergie, mais vous voyez que ce n'est pas les bonnes déformations du PIB auxquelles on peut s'attendre. Et de sorte que si on veut un PIB qui reflète quelque chose de la réalité humaine qui est la nôtre, alors très vraisemblablement, il est très, très étroitement lié à la dissipation d'énergie. Donc, la seule décorrélation qu'on puisse espérer, c'est une décorrélation entre le PIB, si tant est que ce soit une bonne mesure. Je peux y revenir si vous voulez. C'est évidemment pas du tout une bonne mesure macroéconomique, mais c'est celle que tout le monde utilise aujourd'hui. Disons le PIB d'un côté et la dissipation des hydrocarbures fossiles de l'autre. Là, on a des exemples historiques de découplage très, très partiel, très insuffisant. Après le second choc pétrolier de 1979, donc dans les années 80, le tissu industriel des pays occidentaux, Europe, Japon, États-Unis, a pris conscience de sa très grande dépendance à l'égard du pétrole et a commencé à substituer au pétrole d'autres types d'énergie, ou plutôt, pardon, non pas à substituer, mais à additionner à l'usage du pétrole d'autres types d'énergie. Ce qui fait que les gains de PIB que nous avons faits depuis lors ont été en partie alimentés par des types d'énergie distincts du pétrole. Donc c'est tout ce que nous avons su faire jusqu'à présent. Or, ce dont il s'agit pour atteindre la décarbonation de l'économie française et donc la neutralité carbone en 2050, ou mettre en œuvre l'accord de Paris, même si, comme vous le savez sûrement, c'est déjà trop tard pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Nous allons dépasser les plus de degrés quelque part après 2050. Quoi qu'il en soit,
ce qu'il faut essayer de faire, c'est de substituer au pétrole, au charbon et au gaz d'autres types d'énergie. Ce que, en réalité, nous n'avons jamais fait. Donc, tout ceci pour essayer de dire que je ne suis pas sûr de croire vraiment à la relance verte, même si je n'ai pas d'argument plus profond pour dire qu'elle est impossible. Et ce dont je suis certain absolument, c'est qu'en revanche, c'est que si nous conservons le PIB comme unique boussole de nos politiques publiques et de nos stratégies d'orientation industrielle, alors nous allons dans le mur, puisque pour l'instant, le PIB reste le meilleur indicateur, le meilleur proxy de nos émissions de CO2. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup Gaël pour ces éléments et ces clarifications. En voyant déjà des échanges dans le chat, on voit qu'il y a des points de vue différents et tant mieux. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses et donc je vais passer la main à Eric qui a suivi donc les questions et réponses. Eric, à toi. Oui, merci Anna. Il y a effectivement énormément de questions et depuis le départ, une grande majorité des questions ont trait à est-ce que l'on sait chiffrer aujourd'hui l'empreinte carbone d'un usage numérique décliné à différents types d'usages numériques. Par exemple, une visio Zoom telle que celle que nous utilisons actuellement, ou bien l'impact d'une téléconsultation médicale versus le déplacement dans un cabinet de médecin, etc. Alors, ces questions s'appliquent également à la notion de réalité virtuelle qui a été développée par Laurent Chrétien, et on demande spécifiquement à Laurent, d'une part, d'être en mesure de mesurer l'impact carbone de ces usages en termes de réalité virtuelle, d'un point de vue quantitatif, mais peut-être également d'un point de vue qualitatif qu'il n'a peut-être pas au regard d'un certain nombre de personnes suffisamment traitées. Donc voilà les premières questions. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre les uns et les autres. En toute honnêteté, c'est ce que je répondais dans le chat. Nous n'avons jamais, en ce qui concerne Naval Virtual, fait ce calcul. L'usage des mondes virtuels en tant qu'alternative aux événements ou en tant qu'alternative à l'immobilier de bureau voilà, est extrêmement récent. Les usages jusqu'à présent, je dirais, étaient des usages soit très individuels, hein, de formation, de répétition de gestes, je sais pas moi, d'études de lignes de production pour vérifier les troubles musculo-squelettiques, etc. Enfin, il y a des usages qui n'étaient pas massifs. Et du coup, je crois que personne, et là je parle sous le contrôle des économistes, mais à ma connaissance, personne n'a fait de calcul aujourd'hui sur les impacts écologiques de la réalité virtuelle. Et sur le numérique, je ne sais pas. Pour autant, mon intuition, et c'est vraiment une intuition, quand on regarde les déplacements massifs que peuvent faire des gens sur un CES, sur un Vivatech ou sur notre propre événement, même s'il est évidemment d'une bien moindre ampleur, ces déplacements sont colossaux et intuitivement, on se dit que le numérique, en tout cas l'usage de ces univers virtuels pour faire des événements, me paraît une solution recevable et en tout cas participant à la réduction de ces déplacements. Alors évidemment, il faudrait avoir une analyse globale, tout matériaux confondus, mais voilà, c'était en tout cas mon premier élément de réponse. Merci Laurent. Le Shift Project y travaille et je pense que Gaël peut peut-être nous donner quelques éléments. Oui, le Shift a produit des calculs sur l'empreinte matérielle du numérique. En fait, pour répondre très précisément à votre question, Anna, je ne pense pas qu'on ait une mesure, en tout cas moi je ne la connais pas, il faudrait vérifier auprès du Shift s'ils ont fait ce type de calcul. Sur par exemple une réunion Zoom comme la nôtre ce soir, est-ce qu'on est en mesure de calculer
l'empreinte carbone et l'empreinte matérielle au sens large de cette réunion Zoom telle qu'elle, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cette réponse. En revanche, sur l'ensemble du numérique, la réponse est oui. Pour ce qui est des émissions de CO2, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on était déjà à 3% des émissions de CO2 sur la planète. Et vu la vitesse à laquelle l'usage du numérique explose, comme vous le savez, c'est surexponentiel, on est sûrement à plus de 3% aujourd'hui. Donc, ça devient c'était déjà du même ordre il y a 3%, pas 30, 3%. On était déjà du même ordre il y a donc quelques années, le même ordre de grandeur que l'aéronautique. L'aéronautique, c'était 3% voilà, 3,8%, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit ça. L'aéronautique, c'était 3% en gros des émissions de CO2, et donc le numérique est à peu près au même niveau que l'aéronautique, et ça c'était il y a quelques années, et donc certainement l'a dépassé aujourd'hui. Voilà. Il y a un deuxième aspect, à mon avis, il faut regarder, ce n'est pas simplement la question des émissions de CO2, qui est centrale malgré tout, parce que vous savez que les data centers sont des gros pollueurs. Ce n'est pas simplement aussi la quantité d'énergie consommée, c'est aussi, j'ai essayé d'y faire allusion tout à l'heure, la question des minerais. Nous n'avons pas une quantité infinie de minerais à notre disposition. Or, il n'y a pas de numérique sans minerais. Et donc, on pourrait être tenté par une espèce de, d'illusion, qui est de croire que l'Internet, c'est la noosphère au sens de Pierre Teilhard de Chardin. Donc, j'aime beaucoup Pierre Teilhard de Chardin, mais je ne crois pas que l'Internet, ce soit la noosphère de Teilhard, parce que l'Internet, c'est quelque chose d'extrêmement matériel, qu'on ne pourra pas continuer de développer si on n'a pas une très, très grande quantité de minerais. Or, comme j'ai essayé de le suggérer tout à l'heure, il y a un vrai enjeu dans le nexus minerais, eau, énergie. Je voudrais ajouter encore un point qui est en lien d'ailleurs avec la question de la 5G, parce que forcément tout le monde se pose cette question aujourd'hui. Pour vous donner ma position aujourd'hui, qui n'est pas une position définitive, mais je pense que la prudence la plus élémentaire, ce serait qu'on attende d'avoir un certain nombre de rapports à la fois sur l'impact sanitaire et l'impact écologique de la 5G. Et moi, il me semble que le moratoire qui a été demandé par la Convention citoyenne et d'ailleurs par Elisabeth Borne et Olivier Véran, c'est la moindre des choses. Le gouvernement veut se dépêcher de mettre en place la 5G. J'avoue que je ne vois pas de légitimation politique, économique, technique, financière à cet empressement à mettre en place la 5G. Je pense que ce serait un principe de prudence élémentaire que d'attendre les rapports d'expertise sur ces questions. Plus globalement, je pense qu'il faut aussi faire très attention à ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, la plupart d'entre vous, vous connaissez ça sûrement, mais je le rappelle quand même. C'est-à-dire qu'une technique comme la 5G, et c'est vrai, emporte avec elle, disons, un progrès dans l'efficacité de l'usage qui est fait de l'énergie qui est considérable. Mais malheureusement, comme vous le savez, nous autres bipèdes, nous adorons l'énergie, nous adorons dissiper de l'énergie. Et donc, ce progrès technique dans l'efficacité énergétique est malheureusement, on risque malheureusement très très fortement d'être perdu parce que nous nous inventons des besoins supplémentaires qui n'existaient pas précédemment. L'exemple le plus connu, c'est celui de la voiture. Vous savez que nos voitures aujourd'hui exhibent une efficacité énergétique nettement supérieure à celle des voitures des années 70, mais le bilan énergétique global de nos voitures aujourd'hui est le même que celui des années 70. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on a bourré nos voitures d'électronique, de GPS, d'ordinateurs de portable, d'écrans de télé, etc. Ce qui n'existait évidemment pas dans les années 70. Donc c'est ça l'effet rebond. C'est-à-dire que nous perdons le gain de l'efficacité énergétique que nous avons gagné en nous inventant des nouveaux besoins. Et donc je comprends bien l'idée qu'on va s'économiser des voyages grâce à la réalité virtuelle. Et vraiment, je suis le premier à vouloir y croire. Mais je nous mets simplement en garde sur le fait que jusqu'à présent, ce que l'humanité a été capable de faire, c'est juste de s'inventer des nouveaux besoins pour trouver d'autres motifs de dissiper de l'énergie quand elle fait des progrès dans l'efficacité énergétique. Donc, selon toute vraisemblance, mais ça a besoin d'être confirmé, l'usage de la 5G va juste multiplier par 2 ou 3 au moins la dissipation d'énergie dans une économie comme l'économie française. Ce qui fait dire à mon ami Jean-Marc Jancovici, et sur ce point je le suis volontiers, que nous n'avons juste pas les moyens énergétiques de mettre en place la 5G. Voilà. Ceci a besoin d'être confirmé, mais je suis assez sensible à cet argument pour ma part. Merci Gaël. Eric, d'autres questions ? Oui, il y a énormément de questions. J'en ai résumé que 3 ou 4 tout à l'heure. Il y a notamment un certain nombre de questions à caractère sociétal que je résumerai à travers l'une des questions qui dit comment réconcilier croissance et sobriété. Sobriété, entre parenthèses, durabilité des produits, réutilisation, anti-gaspillage. Ces deux tendances semblant être opposées.
Qui veut répondre? Laurent, je ne sais pas si vous voulez répondre. Allez-y, Gaël. Non, oui, je peux répondre, excusez-moi. Moi, j'aurais tendance à répondre, et ce n'est pas une manière de botter en touche, qu'au fond, la question de la croissance du PIB, je ne suis pas sûr que ce soit le bon critère. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, nous, dans une économie comme l'économie française, à mon avis, aujourd'hui, c'est de créer des emplois. C'est beaucoup plus important que d'avoir du PIB qui augmente. Or, la croissance du PIB n'est plus, depuis plusieurs années, la garantie de la création d'emplois. Malheureusement, on sait faire, depuis plus de 20 ans, dans les pays occidentaux, de la croissance du PIB sans emploi. Donc, la vraie question, c'est de créer des emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, la sobriété permet de créer des emplois? La réponse est oui, il n'y a aucun doute. Prenez juste l'exemple de l'agriculture, qui est probablement le plus facile à comprendre et le plus caricatural. Si vous voulez une agriculture qui soit biologiquement, disons, acceptable aujourd'hui, donc sans intrants chimiques, vous voyez bien qu'il vous faut beaucoup plus de bras que dans l'agriculture industrialisée d'aujourd'hui. Donc, il y a eu un calcul qui avait été fait par la Commission européenne qui faisait état d'1 million d'agriculteurs supplémentaires pour l'Union européenne si on voulait avoir une agriculture, disons, raisonnée. Ce n'est pas de la permaculture, hein, mais simplement une agriculture raisonnée au sein de l'Union européenne. C'est 1 million de bras, pas de bras, mais donc ça ferait 2 millions de bras, mais 1 million d'agriculteurs supplémentaires. Alors, je ne dis pas que c'est simple, au sens où la plupart des urbains que nous sommes n'ont pas tellement envie de les retourner travailler au champ. Et vous avez vu, par exemple, l'appel du ministre de l'Agriculture pendant le confinement, pour que les urbains confinés qui n'avaient rien à faire puissent aller suppléer le manque de main-d'œuvre lié au fait que les saisonniers ne pouvaient plus venir en France. Ça a été un flop complet puisque très peu de gens y sont allés. Et ceux qui y sont allés ont pris conscience au bout de quelques jours du fait qu'ils étaient très peu efficaces dans les champs. Et moi-même, si vous m'envoyez demain aider un paysan creusois, que je connais un petit peu, je ne vais pas être très utile parce que ce n'est vraiment pas ma partie. Donc, ça ne s'improvise pas. Mais si on se pose la question de savoir est-ce que ça crée des emplois, la réponse est oui. Et ce qui vaut pour l'agriculture vaut pour l'ensemble des secteurs de notre économie, pour une raison fondamentale très simple, qui est qu'il n'y a aucune énergie qui soit aussi productive que le pétrole. Le pétrole a énormément de défauts, mais il a une qualité, c'est que c'est l'énergie la plus productive qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Si j'exclus temporairement le nucléaire, qui est vraiment à part, mais disons, si vous remplacez le pétrole par n'importe quoi d'autre, vous avez besoin de davantage de main-d'œuvre, vous avez besoin d'une industrie plus intensive en main-d'œuvre pour rendre les mêmes services. Donc, de toutes les manières, c'est créateur d'emplois. Donc, je reformule la question et du coup, je donne la réponse. Si on veut savoir si on peut réconcilier sobriété et création d'emplois, la réponse est clairement oui. Une autre question dans le même ordre d'idées. Que pensez-vous d'une taxe carbone couplée à un dividende carbone qui redistribue la taxe aux citoyens? Est-ce que cela permettrait de créer un cercle vertueux de décarbonation par une incitation économique? Laurent, vous n'hésitez pas à vous exprimer, je ne veux pas monopoliser la parole. Mais... Donc, si je réponds à cette question, alors, une taxe carbone, je suis très favorable. Vous savez que j'ai fait partie de la commission Stern-Stiglitz de 2017-2018 et nous avons conclu que certainement le meilleur outil dont dispose la puissance publique au niveau mondial aujourd'hui, c'est la taxe carbone, qui est beaucoup plus efficace que le marché des droits à polluer, mais une taxe carbone qui s'applique à tous. Alors que vous savez qu'en France, par exemple, les plus grosses industries polluantes françaises aujourd'hui sont exemptées de la taxe carbone, ce qui est un paradoxe, puisque du coup, on vide la taxe de sa propriété fondamentale, qui est d'inciter tout le monde à la vertu. Et puis, par ailleurs, une taxe carbone beaucoup plus élevée que son niveau actuel, puisqu'aujourd'hui, on est à 40 € la tonne, en gros, alors que les simulations qu'on a faites au sein de la commission Stern-Stiglitz, comme celle d'ailleurs de la commission Kiné, la deuxième commission Kiné, montre qu'en gros, il nous faut du 300 € la tonne en 2030 pour que ceci soit utile et qu'on arrive vraiment à réfléchir la courbe d'émissions de CO2 au niveau mondial. Donc, la taxe carbone, j'y suis très favorable. Ça me semble indispensable et je pense que, par exemple, dans le cadre du plan de relance européen, du Green New Deal européen, on pourrait avoir l'intelligence de mettre en place une véritable taxe carbone aux frontières de la zone euro, par exemple, ou de l'Union européenne pour aménager une nouvelle ressource fiscale de manière à financer les 750 milliards du plan européen, plutôt que d'aller les emprunter sur les marchés financiers, ce qui ne nous fera pas gagner grand-chose par rapport au mode actuel de financement des États européens. Alors maintenant, si vous m'interrogez sur le couplage entre une taxe carbone et un dividende carbone, là, je suis beaucoup plus circonspect.
C'est ce qui avait été tenté par le gouvernement Blair juste avant 2008, avant la crise des subprimes. Et donc, pour que tout le monde soit informé, l'idée est apparemment très séduisante, hein, qui est qu'on pourrait dire chacun dispose d'une carte carbone et à chaque fois que vous faites un achat ou une transaction économique, vous avez un compte carbone qui est crédité. Et puis, si vous dépassez un certain seuil, qui pourrait être par exemple pour la France 7,5 tonnes de carbone à l'année, puisque c'est en gros la moyenne française, si on exclut le carbone apporté de nos importations, si vous êtes au-dessus de 7,5 tonnes de carbone, alors à ce moment-là, vous payez, vous achetez en fait vos émissions supplémentaires auprès de ceux qui sont en dessous des 7,5. Et donc, les agriculteurs pauvres de la Creuse vont certainement être en dessous. Et puis, les plus riches d'entre nous, qui sont les plus polluants aussi, du côté de Paris, par exemple, vont être certainement au-dessus, autour de 30-40 tonnes hein, l'année. Et donc, de cette manière-là, vous allez inciter tout le monde à la vertu. Alors, c'est vrai que les tentatives d'expérimentation qui avaient été mises en œuvre par le gouvernement britannique avaient été extrêmement prometteuses, au sens où le fait même que vous puissiez dire à des citoyens, mais vous savez, en fait, vous êtes au-dessus de la moyenne, inciter tout le monde à baisser ses émissions. Donc, il y a un effet, disons, de mimétisme dans le bon sens, pour une fois, de grégarisme vertueux qui est, personne n'a envie d'être accusé d'être plus polluant que la moyenne des Français. Et donc, tout le monde a tendance à essayer de baisser son empreinte carbone. La grande difficulté, c'est de calculer cette empreinte carbone. En d'autres termes, je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit capable aujourd'hui d'avoir une mesure précise du contenu carbone de la totalité de nos activités économiques, de la totalité de nos achats. Et donc, il y a une vraie difficulté technique. Et je sais, pour en avoir discuté avec mes amis de Carbone 4, qu'ils sont d'accord avec moi sur ce plan-là. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus facile au niveau d'une entreprise globale qu'au niveau des individus. Et puis, le deuxième point, c'est que si nous faisons ça, admettons même qu'on arrive à surmonter ce premier obstacle, et que chacun d'entre nous ait une carte carbone, c'est évident qu'il va y avoir un marché noir du carbone qui va se développer en parallèle de la carte officielle, de manière que certains d'entre nous puissent polluer allègrement sans que ça se voit et que ça passe en dessous des radars de la puissance publique. Donc, ce sujet me paraît extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant en tout cas, je ne vois pas très bien comment on peut véritablement, de manière efficace et sérieuse, mettre en place le couplage taxes et dividendes carbone. Merci Gaël. Eric, je te propose qu'on prenne une dernière question. Bien. C'est encore une fois, c'est un ensemble de questions que j'essaye de résumer au mieux. Questions qui sont liées à la fabrication des équipements électroniques et donc à l'utilisation des métaux, terres rares, etc. Pour cette opération de fabrication des équipements électroniques. Aujourd'hui, seul l'or, dit l'un des participants, est seulement récupéré. Quel progrès peut-on envisager dans ce domaine? Quel progrès également dans la conception de ces biens? Est-ce que la recherche et développement est suffisamment développée sur ce sujet? Je ne suis pas sûr d'avoir. Donc, la question posée, c'est fait-on des progrès du côté du recyclage? C'est ça la question. La réponse, c'est pas du tout suffisamment. La gestion en général, le recyclage en particulier. Oui, c'est ça, voilà. Le pays, à ma connaissance, hein, je ne suis pas un spécialiste des questions de recyclage, mais le pays le plus avancé sur ces questions, c'est la Chine. La Chine a des usines entières de recyclage extrêmement sophistiquées. Nous en sommes très très loin. Et donc, nous sommes déjà en retard sur cette question par rapport à la Chine. Est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux? La réponse est à l'évidence oui. Il faut s'en donner les moyens. Donc, il y a des investissements colossaux à faire de ce côté-là qui ne sont pas faits aujourd'hui. Investissements qui, très probablement, doivent au moins dans un premier temps être assumés par la puissance publique pour qu'ensuite le secteur privé puisse monter dans le train. Donc ça fait partie, de mon point de vue, d'un grand plan de reconstruction écologique de l'économie française. C'est que l'État finance les infrastructures de recyclage de manière massive dans un premier temps et qu'ensuite le privé monte à bord. Mais est-ce que la R&D est suffisamment développée sur ces questions? La réponse est à l'évidence non. On ne fait pas du tout suffisamment dans ce sens-là. Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup mieux? C'est à l'évidence oui. Est-ce qu'on a besoin d'un deuxième Einstein? C'est non. Donc la situation n'est pas désespérée, mais nous ne faisons pas grand-chose pour avoir plus d'espoir. Donc je distinguerai, juste pour aider à comprendre, je distinguerai complètement ce sujet-là d'un autre qui a priori n'a rien à voir, mais dont le statut est complètement différent, qui est la fusion nucléaire.
Souvent, on me pose la question, mais est-ce que la fusion nucléaire ne serait pas la solution à tous nos problèmes? L'énorme différence, c'est que la fusion nucléaire, si j'en crois mes camarades physiciens qui travaillent sur la physique du plasma et la fusion nucléaire, c'est qu'on n'aura pas de déclinaison industrielle de la fusion nucléaire avant 2080. Et donc, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard par rapport aux échéances à la fois de raréfaction des ressources minières et de dérèglement climatique et écologique qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, on ne peut pas compter sur la fusion nucléaire, ni maintenant, ni demain, ni après-demain, pour nous sauver. En revanche, le recyclage, on n'a pas besoin d'avoir de géniaux physiciens, théoriciens qui font la physique du plasma pour résoudre les problèmes posés par le recyclage. On a toute la physique dont on a besoin pour faire ça. Au sens théorique, vous voyez, on a la science qu'il nous faut pour faire ça. En revanche, ce qui nous fait défaut, c'est la volonté politique de financer un grand plan de reconstruction de l'économie française autour de ces grands principes qui sont, on pourrait dire, le leasing, l'économie circulaire et le recyclage. Peut-être je peux ajouter encore un mot qui est, parce que je suis sûr que certains d'entre nous ont ça dans la tête, qui est la dimension géopolitique de cette affaire. La Chine a déjà compris depuis plusieurs années cet enjeu-là, déploie les routes de la soie qui sont autant de manières de les piller en fait le sous-sol de la planète pour récupérer les ressources minières qu'elle n'a pas sur son propre territoire. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'attend l'Europe pour faire de même? Pas forcément pour aller piller comme le font les Chinois, mais pour entamer une véritable réflexion stratégique, géopolitique, de notre dépendance aux minerais en particulier, et des négociations et des compromis qu'on est capable de passer avec nos voisins africains et nos partenaires latino-américains pour ne pas être, disons, ne pas mettre en danger la souveraineté minière française sur ce plan. Peut-être une toute dernière question, s'il y a encore quelque chose, Eric, qui te paraît indispensable. Allez, une dernière pour la route. Voilà. Il y en a bien d'autres que malheureusement on n'aura pas pu poser, mais ça veut dire qu'il y a matière pour peut-être un cycle plus qu'un simple webinaire. Donc la dernière question serait quelle serait la place des technologies numériques de type intelligence artificielle pour la relance verte? Et la personne donne l'exemple de la rénovation thermique, c'est-à-dire la gestion intelligente des consommations pour l'optimiser plutôt que pour la maximiser. Et l'autre exemple, c'est la mobilité, c'est-à-dire l'optimisation par l'intelligence artificielle des déplacements par mobilité autonome. Et donc, la conclusion de la question, si j'ose dire, c'est l'impact environnemental net du numérique peut-il, avec les bons fléchages, devenir positif? Alors, peut-être juste pour dire que moi, je crois beaucoup à l'usage de ces technologies de façon précise, c'est-à-dire pour améliorer des productivités, pour augmenter la capacité à faire les choses. Mais à partir du moment où on utilise ces technologies pour des choses inutiles, et c'est le propos des réseaux sociaux dont il faudrait essayer de s'affranchir le plus vite possible, je crois, eh bien, effectivement, on dépense beaucoup d'énergie. Donc voilà, enfin, moi je pense que intelligence artificielle, réalité virtuelle, robotique, etc., sont des outils au service de l'industrie, au service de l'homme, hein, de façon générale. Et c'est dans la raison qu'on arrivera à faire en sorte que l'usage sera bon et à la fois éthique, à la fois économe. Je pense qu'on a tout intérêt à multiplier ce type de conférences pour faire prendre conscience de ces enjeux par tout un chacun. Enfin, je pense, je passe la parole peut-être à Gaël sur le sujet, mais enfin, voilà, il me semble que c'est important de sensibiliser et c'est ce à quoi on s'emploie. Oui, je suis d'accord. Je pense que si vous voulez, si vous m'interrogez sur l'intelligence artificielle, je vous répondrai que du point de vue des mathématiques qui sont sous-jacentes, je ne peux qu'y être favorable en tant que mathématicien à l'origine. Donc, l'intelligence artificielle, au départ, c'est l'algorithmique. Que l'algorithmique ce soit utile et que ça puisse rendre des services à l'ensemble de la société, il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est si vous le couplez avec, par exemple,
la question des véhicules autonomes, puisque c'était formulé dans ce que vous aviez dit, Eric, tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des véhicules autonomes? Les véhicules autonomes, très certainement, il vous faut une technique du type 5G pour que ça marche, puisqu'il vous faut un flux d'informations pour pouvoir piloter votre véhicule qui probablement n'est pas tout à fait, n'est pas généralisable sans la 5G. Mais là, on retrouve les mêmes questions que celles qu'on avait précédemment, c'est-à-dire la 5G, l'effet rebond, donc la consommation massive d'électricité, d'énergie, etc. Et le fait que, très vraisemblablement, on n'a pas les moyens énergétiques de la 5G, disons d'une 5G généralisée. Donc là, ce n'est pas la faute de l'intelligence artificielle, c'est la faute de l'énergie dont on a besoin pour l'usage qu'on veut faire de l'intelligence artificielle. Maintenant, on peut utiliser l'intelligence artificielle à d'autres choses. Le machine learning permet par exemple d'avoir une compréhension beaucoup plus fine des données dont on dispose déjà. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les économistes, mais ce n'est pas quelque chose qui va bouleverser la vie quotidienne, en tout cas pas de manière immédiate, la vie quotidienne des citoyens français. Merci à tous. Avec cette conférence, nous avons voulu, dans le propos d'ailleurs du G9, de contribuer à des prises de conscience, de faire intervenir à la fois un économiste, Gaël Giraud, un praticien, Laurent Chrétien, un industriel, Olivier Luancy, pour justement confronter différents points de vue et probablement même différentes maturités dans l'évolution de ce sujet. Et l'objectif du G9, c'est de poursuivre, de continuer dans ces prises de conscience, de faire avancer le débat, de faire émerger des propositions. Et d'ores et déjà, nous avons en cours de préparation ou de réalisation un livre blanc économique, numérique et environnement qui sera publié le 15 octobre, une charte du numérique responsable, une enquête pour comprendre au travers du regard et du vécu des DSI comment tout cela se vit et se met en perspective dans l'entreprise, une conférence avec 2 chercheurs sur le numérique et nos modes de pensée, et particulièrement comment apprendre à réapprendre à l'ère du numérique. La poursuite de notre rôle sur la 5G, elle est partie. On ne pourra pas l'arrêter. Donc, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est de créer un pont entre la 5G facteur d'innovation et la 5G exemple de la nouvelle ère du numérique sobre et maîtrisée. Et enfin, la favorisation de l'émergence de projets numériques qui contribuent à la relance tout en permettant à la France et à l'Europe de prendre de l'avance et de conserver et développer les compétences disponibles. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez y contribuer et toutes vos suggestions sont également les bienvenues. Il me reste au nom du G9+, de Mines Digital, Mines Environnement et XMP Consult à vous remercier chaleureusement nos intervenants et à remercier également chaleureusement vous toutes et tous pour votre participation ce soir. Merci et à bientôt.